Comment est-ce qu'une machine arrive à prendre une décision? C'est une question fascinante. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des méthodes les plus intuitives pour y arriver, l'arbre de décision. Et tout part d'un principe. Un principe en fait super simple qu'on utilise depuis qu'on est gamin. C'est juste une série de questions pour arriver à une conclusion. Pensez au jeu du qui est-ce, c'est pile cette logique qu'on va creuser ensemble. Alors, imaginez, chaque question, c'est une bifurcation. Est-ce qu'il fait soleil? Oui? Ok, on continue par là. Non? Ah, alors on prend un autre chemin. C'est vraiment cet enchaînement de choix tout bêtes, un peu comme un organigramme, qui nous mène à la décision finale. Est-ce qu'on va jouer au tennis ou est-ce qu'on reste à la maison? Bon, voilà le programme. On va commencer par un petit jeu pour piger le concept, puis on verra comment un arbre apprend concrètement. Ensuite, les avantages, les inconvénients, où on les utilise dans la vraie vie, et pour finir, on regardera un peu ce qui se passe après. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Justement, ce petit jeu de questions qu'on vient de voir, ce n'est pas juste une image pour faire joli, non, c'est vraiment le cœur, l'ADN même d'un arbre de décision. Alors si on met la casquette un peu plus technique, on parle d'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. On donne à la machine plein d'exemples, des données déjà étiquetées, et elle, son boulot, c'est de trouver toute seule les règles du jeu pour pouvoir prédire un résultat. Et là, on touche à un de leurs plus gros points forts, la transparence. Vous savez, beaucoup de modèles de machine learning, ce sont des boîtes noires. On sait ce qui entre, on sait ce qui sort, mais ce qui se passe au milieu, c'est un mystère. Eh bien, l'arbre de décision, lui, c'est tout l'inverse. C'est une boîte blanche. On peut suivre son raisonnement de A à Z, étape par étape. Et ça le rend super facile à comprendre et à expliquer. Ok, mais la question à million, c'est comment l'arbre sait-il quelle question il doit poser et surtout dans quel ordre? En fait, tout le secret est là. Il faut trouver à chaque fois la question qui va le plus débroussailler le terrain. On ne pose pas les questions au pif, pas du tout. L'idée, c'est de choisir celle qui va séparer nos données de la façon la plus nette possible. L'objectif, le but ultime, c'est de créer des groupes qui sont les plus purs possibles. C'est un peu comme si on avait un sac de billes de toutes les couleurs. La meilleure question à se poser, c'est celle qui va permettre de séparer d'un coup un maximum de billes rouges d'un côté et de bleues de l'autre. Voilà, c'est exactement ce que l'arbre essaie de faire à chaque nouvelle branche. Et bien sûr, ce n'est pas de la magie. Derrière tout ça, il y a des algorithmes comme le fameux CART. Son job, c'est de tester systématiquement toutes les questions possibles sur les données et de choisir celle qui apporte le plus de clarté. Techniquement, on parle du plus grand gain d'information. Et c'est vraiment la méthode standard aujourd'hui pour construire ces arbres de la façon la plus efficace possible. Bon, jusqu'ici, ça a l'air génial. Mais, comme toujours, aucun outil n'est parfait. Les arbres de décision, c'est puissant, oui, mais ça a aussi ses faiblesses. Alors, regardons un peu le pour et le contre. Côté avantage, le numéro 1, c'est clairement leur simplicité. Ils sont super intuitifs. On peut littéralement dessiner l'arbre et suivre sa logique. C'est visuel. En plus, ils ne demandent pas des tonnes de préparation de données avant de les lancer. Et ça, c'est un avantage énorme. Maintenant, le revers de la médaille. Le plus gros piège, c'est qu'ils peuvent devenir obsessionnels. Ils créent des arbres hyper complexes qui collent parfaitement aux données qu'on leur a données, mais qui sont nuls pour généraliser. C'est le fameux surapprentissage. Et puis ils sont un peu instables. Un tout petit changement dans les données de départ et hop, on peut se retrouver avec un arbre complètement différent. C'est un peu un château de cartes. Et c'est vraiment ça le défi principal, cette tendance à apprendre par cœur les données d'entraînement au lieu d'en tirer des règles générales applicables à de nouvelles situations. Ok, donc maintenant qu'on a vu les forces et les faiblesses, la question c'est, concrètement dans la vraie vie, on les utilise pourquoi ces arbres? En gros, ils ont deux jobs principaux. Le premier, c'est la classification. Là, le but, c'est de mettre des choses dans des cases. Est-ce que cet email est un spam ou non? Quelle est cette espèce de fleur? Et le deuxième job, c'est la régression. Là, on ne prédit plus une catégorie, mais un chiffre. Quel sera le prix de cette maison? Quelle température fera-t-il demain? Regardez cet exemple, c'est un grand classique, le jeu de données des fleurs d'iris. L'arbre a appris des règles toutes simples. Par exemple, il dit « Si la largeur du pétale fait moins de 0,8 cm, alors c'est une fleur de l'espèce Setosa. » Point. C'est simple, c'est direct, c'est efficace. Et surtout, n'importe qui peut comprendre la logique. On l'a dit tout à l'heure, le gros point faible d'un arbre de décision tout seul, c'est son instabilité, son côté un peu château de cartes. Alors la question qui se pose, c'est comment on fait pour contrer ça? Si un seul arbre c'est un peu fragile, est-ce qu'il y a une solution pour le rendre plus solide, plus fiable? Et la solution, elle est aussi simple dans l'idée que puissante en pratique. Au lieu de se fier à un seul arbre, on va se fier à toute une forêt. L'idée, c'est de créer plein d'arbres différents et de combiner leurs avis. C'est l'intelligence collective, en quelque sorte. Et en faisant ça, on obtient des modèles beaucoup plus stables et plus précis. Et ça nous laisse sur une idée assez belle, je trouve. Face à un problème complexe,
La solution n'est peut-être pas de chercher l'unique arbre parfait, mais plutôt de faire pousser toute une forêt de possibilités.